and a single blooper reel from Moore and Mindy was locked away for decades. When clips finally surfaced, they revealed something nobody expected. Robin Williams wasn't just improvising dialogue. He was doing things to her co-star that shocked even the 1970s crew. He would grab her, flash her, even appear completely naked on set while she tried to act. The director admitted he saw it happen but did nothing. Writers left gaps in scripts knowing Robin would do something unpredictable. The question is, why did America's sweetest sitcom hide such a dark secret? In May 1997, Gary Marshall's 8-year-old son, Scott, suddenly stopped watching Happy Days. He was glued to Star Wars, running around pretending to be R2-D2 and C-3PO. When Marshall asked why he didn't watch his dad's show anymore, Scott said, "There are no space aliens on Happy Days." That one sentence hit Marshall hard. His own son was more interested in a galaxy far, far away than the nostalgic sitcom he created. So Marshall burst into the writer's room and declared, "Scotty wants a spaceman." Nobody understood what he meant at first, but that moment would reshape TV history. By fall 1977, Happy Days was still a ratings powerhouse with over 30 million viewers. But behind the scenes, the show was creatively fading. The infamous Fonzie Jumps the Shark episode aired on September 20th and became a symbol of shows going off the rails. Fonzie was turning into a superhero, doing stunts that made no sense. Viewers were losing the emotional connection that once made the show great. That's when Marshall decided to take a huge risk. If kids like Scott wanted aliens, maybe it was time to give them one. At first, they cast respected stage actor Roger Ree to play the alien. Ree had a strong theater background and was seen as perfect for the job. But just before filming began, he quit. He said the script was terrible and the production was chaotic. Dom DeWeese had already passed on the part too. Nobody wanted to play an alien on a sitcom about 1950s teens. With days left before shooting, the team was stuck. Then someone remembered a wild performer from the streets of Hollywood. Robin Williams had been doing alien-like characters outside the Comedy Store, collecting coins in a hat. Gary's sister, casting director Ronnie Howland, had seen him and said, "The hat's pretty full." Al Molinaro, who played Al on the show, had also seen Williams in an improv class and called Marshall, urging him to meet this guy. Un seul bêtisier de Moore et Mindy a été enfermé pendant des décennies. Lorsque des extraits ont finalement fait surface, ils ont révélé quelque chose que personne n'attendait. Robin Williams ne faisait pas qu'improviser des dialogues. Il faisait des choses à sa co-star qui choquaient même l'équipe des années 1970. Il la saisissait, se dévoilait et apparaissait même complètement nue sur le plateau pendant qu'elle essayait de jouer. Le réalisateur a admis qu'il l'avait vu faire, mais n'a rien fait. Les scénaristes laissaient des trous dans les scripts, sachant que Robin ferait quelque chose d'imprévisible. La question est, pourquoi la sitcom la plus douce d'Amérique a-t-elle caché un secret aussi sombre? En mai 1977, le fils de 8 ans de Gary Marshall, Scott, a soudainement cessé de regarder Happy Days. Il était collé à Star Wars, courant partout en faisant semblant d'être R2-D2 et C-3PO. Lorsque Marshall a demandé pourquoi il ne regardait plus l'émission de son père, Scott a répondu « Il n'y a pas d'extraterrestres dans Happy Days ». Cette seule phrase a frappé Marshall de plein fouet. Son propre fils était plus intéressé par une galaxie lointaine, très lointaine, que par la sitcom nostalgique qu'il avait créée. Alors, Marshall a fait irruption dans la salle des 6 scénaristes et a déclaré « Scotty veut un homme de l'espace ». Personne n'a compris ce qu'il voulait dire au début, mais ce moment allait remodeler l'histoire de la télévision. À l'automne 1977, Happy Days était toujours une puissance en termes d'audience avec plus de 30 millions de téléspectateurs. Mais en coulisses, l'émission s'essoufflait sur le plan créatif. Le fameux épisode Fonzie Jumps the Shark a été diffusé le 20 septembre et est devenu un symbole des émissions qui déraillent. Fonzie se transformait en un super-héros, faisant des cascades qui n'avaient aucun sens. Les téléspectateurs perdaient le lien émotionnel qui avait autrefois fait la grandeur de l'émission. C'est alors que Marshall a décidé de prendre un énorme risque. Si les enfants comme Scott voulaient des extraterrestres, il était peut-être temps de leur en donner un. Au début,
ils ont engagé l'acteur de théâtre respecté Roger Ree pour jouer l'extraterrestre. Ree avait une solide expérience théâtrale et était considéré comme parfait pour le rôle. Mais juste avant le début du tournage, il a démissionné. Il a dit que le scénario était terrible et que la production était chaotique. Dom DeWeese avait déjà refusé le rôle également. Personne ne voulait jouer un extraterrestre dans une sitcom sur des adolescents des années 1950. À quelques jours du tournage, l'équipe était bloquée, puis quelqu'un s'est souvenu d'un artiste sauvage des rues d'Hollywood. Robin Williams incarnait des personnages extraterrestres devant le Comedy Store, collectant des pièces dans un chapeau. La sœur de Gary, la directrice de casting Ronnie Howland, l'avait vu et avait dit « Le chapeau est bien rempli ». Al Molinaro, qui jouait Al dans l'émission, avait également vu Williams dans un cours d'improvisation et avait appelé Marshall, l'incitant à rencontrer ce type. With nothing to lose, they invited him to audition. On February 28, 1978, Williams walked into Paramount's Stage 19. Marshall told him to take a seat. Williams flipped the chair over and sat upside down, feet in the air. That was it. He became more the moment he walked in. Richard Lewis had auditioned just before and walked out saying, "If Robin doesn't get this, you're all crazy." My Favorite or Khan aired that same day, February 28th, as episode 22 of season 5. In the episode, Moore arrived in a flying saucer to kidnap Richie Cunningham as a specimen. The plot was written as a dream sequence to avoid ruining the show's setting. Moore battled Fonzie, creating one of the strangest scenes ever on Happy Days. Critics hated it, but nobody cared. Robin Williams stole the show. His energy and ad-libs overwhelmed the weak script. Audiences saw something they'd never seen before. The episode became one of the top-rated in Happy Days history, scoring 8.5 out of 10 on IMDb. Just 4 days after the episode aired, ABC locked down Robin Williams for a spin-off. They didn't wait for a pilot. They just spliced together footage from his Happy Days appearance with clips of Pam Dober from a failed pilot called Sister Terry. Moore and Mindy was born. It premiered in September 1978 and became an instant hit. It pulled a 28.6 Nielsen rating and ranked third nationally, right behind Laverne and Shirley and Three's Company. It even beat Happy Days. ABC used Moore and Mindy as part of its Thursday night lineup, squeezing it between Happy Days and Laverne and Shirley. Ratings skyrocketed. The show Angie, which aired right after, got a 41 share just from Moore's laid-in. For a while, ABC had 6 of the top 10 shows in the country. During the week that Roots the Sutu aired, Moore and Mindy even beat parts of that historic miniseries. Moore wasn't just a TV character. He became a cultural wave. His rainbow suspenders were sold across America. N'ayant rien à perdre, ils l'ont invité à auditionner. Le 28 février 1978, Williams est entré dans le studio 19 de Paramount. Marshall lui a dit de s'asseoir. Williams a retourné la chaise et s'est assis à l'envers, les pieds en l'air. C'était ça. Il est devenu mort dès qu'il est entré. Richard Lewis avait auditionné juste avant et est sorti en disant « Si Robin n'obtient pas ce rôle, vous êtes tous fous. » Mon Orcan préféré a été diffusé le même jour, le 28 février, en tant qu'épisode 22 de la saison 5. Dans l'épisode, Moore est arrivé dans une soucoupe volante pour kidnapper Richie Cunningham en tant que spécimen. L'intrigue a été écrite comme une séquence de rêve pour éviter de ruiner le décor de l'émission. Moore a combattu Fonzie, créant l'une des scènes les plus étranges jamais vues dans Happy Days. Les critiques ont détesté, mais personne ne s'en souciait. Robin Williams a volé la vedette. Son énergie et ses improvisations ont submergé le scénario faible. Le public a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'épisode était devenu l'un des mieux notés de l'histoire de Happy Days, obtenant une note de 8,5 sur 10 sur IMDb. Seulement 4 jours après la diffusion de l'épisode, ABC a bloqué Robin Williams pour une série dérivée. Ils n'ont pas attendu de pilote.
Ils ont simplement assemblé des images de son apparition dans Happy Days avec des extraits de Pam Dober d'un pilote raté appelé Sister Terry. Mort et Mindy est né. Il a été diffusé en septembre 1978 et est devenu un succès instantané. Il a obtenu une cote Nielsen de 28,6 et s'est classé troisième au niveau national, juste derrière Laverne et Shirley et Three's Company. Il a même battu Happy Days. ABC a utilisé Mort et Mindy dans sa programmation du jeudi soir, le plaçant entre Happy Days et Laverne et Shirley. Les audiences ont grimpé en flèche. L'émission Angie, qui a été diffusée juste après, a obtenu une part de marché de 41 juste grâce à l'introduction de Mort. Pendant un certain temps, ABC a eu 6 des 10 meilleures émissions du pays. Pendant la semaine où Roots the Sutu a été diffusée, Mort et Mindy ont même battu des parties de cette mini-série historique. Mort n'était pas qu'un personnage de télévision. Il est devenu une vague culturelle. Ses bretelles arc-en-ciel ont été vendues dans toute l'Amérique. People lined up to buy more action figures and egg-shaped spaceships. Stores like Sears couldn't keep up with demand. Robin's Nanu hand gesture, became as iconic as Spock's Vulcan salute. Writers even left blank spots in the script saying, Robin will do something here, because his improv was impossible to predict. Robin Williams, who had no agent, no film career, and just one failed TV show on his resume, became a superstar overnight. He'd been performing in tiny clubs and on sidewalks just a year earlier. His first stage was a bar in San Francisco called the Holy City Zoo, where he worked as a bartender before they let him perform. David Letterman, who saw Williams for the first time at the Comedy Store, said, "There goes my chance in show business." Even Happy Days had to adjust to Moore's fame. In syndication, they edited reruns to add scenes showing Moore erasing everyone's memory so it fit with the new spin-off. The success was unlike anything television had seen. The impact reached beyond TV. The show was set in Boulder, Colorado, and suddenly fans were showing up from around the world. The house used in the show was bought for $80,000 in 1974 and is now worth $3.1 million. Tourists still visit Pearl Street Mall and the University of Colorado campus just to feel closer to Moore. Boulder embraced it all, offering guided tours and turning the show into part of the city's legacy. When Pam Dober finally opened up in March 2018, no one expected what she would say. She had kept quiet for almost 40 years. From 1978 to 1982, she worked side by side with Robin Williams on More and Mindy. The show made both of them stars, but what happened behind the scenes was something no one outside the studio ever saw. She said the things Robin did to her were gross. He would flash her, grab her, even hump her during filming. She said it happened a lot. But what shocked people even more was that she said she never took offense. She thought it was fun. She blamed it on his charm. Even now, she said, if you wrote it down, it sounded awful. But he had those sparkly eyes, that way of making it all seem like a joke. Gary Marshall, who produced the show, backed up what she said. He remembered Robin standing completely naked in front of her while she tried to act. It wasn't once or twice. Les gens faisaient la queue pour acheter plus de figurines et de vaisseaux spatiaux en forme d'œuf. Les magasins comme Sears ne pouvaient pas répondre à la demande. Le geste de la main nanou nanou de Robin est devenu aussi emblématique que le salut vulcain de Spock. Les scénaristes laissaient même des espaces vides dans le scénario en disant « Robin va faire quelque chose ici », parce que son improvisation était impossible à prévoir. Robin Williams, qui n'avait pas d'agent, pas de carrière cinématographique et seulement une émission de télévision ratée à son actif, est devenu une superstar du jour au lendemain. Il se produisait dans de minuscules clubs et sur les trottoirs à peine un an auparavant. Sa première scène était un bar à San Francisco appelé le Holy City Zoo, où il travaillait comme barman avant qu'il ne le laisse à scène se produire. David Letterman, qui a vu Williams pour la première fois au Comedy Store, a dit « Voilà ma chance dans le monde du spectacle qui s'envole ».
Même Happy Days a dû s'adapter à la célébrité de Moore. En syndication, ils ont modifié les rediffusions pour ajouter des scènes montrant Moore effaçant la mémoire de tout le monde afin que cela corresponde à la nouvelle série dérivée. Le succès était sans précédent à la télévision. L'impact a dépassé la télévision. L'émission se déroulait à Boulder, dans le Colorado, et soudain, des fans du monde entier sont apparus. La maison utilisée dans l'émission a été achetée pour 80 000 $ en 1974 et vaut aujourd'hui 3,1 millions de dollars. Les touristes visitent toujours le Pearl Street Mall et le campus de l'Université du Colorado juste pour se sentir plus proche de Moore. Boulder a tout embrassé, offrant des visites guidées et transformant l'émission en une partie de l'héritage de la ville. Lorsque Pam Dawber s'est finalement exprimée en mars 2018, personne ne s'attendait à ce qu'elle dirait. Elle s'était tue pendant près de 40 ans. De 1978 à 1942, elle a travaillé aux côtés de Robin Williams sur Mork et Mindy. L'émission a fait d'eux des stars, mais ce qui s'est passé en coulisses est quelque chose que personne en dehors du studio n'a jamais vu. Elle a dit que les choses que Robin lui faisait étaient dégoûtantes. Il se dévoilait, la saisissait et allait même jusqu'à la chevaucher pendant le tournage. Elle a dit que cela arrivait souvent. Mais ce qui a choqué les gens encore plus, c'est qu'elle a dit qu'elle ne s'était jamais sentie offensée. Elle pensait que c'était amusant. Elle a blâmé son charme. Même maintenant, elle a dit « Si vous l'écriviez, ça sonnerait horrible. » Mais il avait ses yeux pétillants. Cette façon de faire en sorte que tout semble être une blague. Gary Marshall, qui a produit l'émission, a confirmé ce qu'elle a dit. Il se souvenait de Robin debout complètement nu devant elle pendant qu'elle essayait de jouer. Ce n'était pas une ou deux fois. He did it so often that people stopped reacting. Director Howard Storm said it too. Robin would strip between takes or during rehearsals like it was part of his routine. Pam even admitted he would show up naked on set, just being silly. No one stopped him. Everyone just accepted it. That's how it was. One day, Howard Storm saw something worse. There was an older actress on set playing Mindy's grandmother. Robin snuck up behind her and poked her between the buttocks with a cane. Storm saw it happen and didn't stop him. He just laughed. He said later he thought she'd yell or be angry, but she didn't. And no one said a word. That moment made it clear how normalized it had all become. When Robin got bored, things would escalate. He would grab Pam in the middle of a scene. Not in the script, not planned, just out of nowhere. Storm said he'd tell Robin it wasn't written in the script to grope Pam. And Robin would just say, "Oh, okay," and move on. But then it would happen again. Robin would wrestle her, hump her between takes, and grab parts of her body while the cameras rolled. Then they'd stop and just start the scene over like nothing had happened. And it didn't stop there. Pam said he'd even fart on her. She called it some of the grossest stuff she ever experienced. But she kept defending him. She said it was just the 1970s. She said he had a gigantic heart. She kept saying it felt like they were siblings. Il le faisait si souvent que les gens ont cessé de réagir. Le réalisateur Howard Storm l'a dit aussi. Robin se déshabillait entre les prises ou pendant les répétitions comme si cela faisait partie de sa routine. Pam a même admis qu'il arrivait nu sur le plateau juste pour faire l'idiot. Personne ne l'arrêtait. Tout le monde l'acceptait. C'était comme ça. Un jour, Howard Storm a vu quelque chose de pire. Il y avait une actrice plus âgée sur le plateau qui jouait la grand-mère de Mindy. Robin s'est faufilé derrière elle et l'a piquée entre les fesses avec une canne. Storm a vu ce qui s'est passé et ne l'a pas arrêtée. Il a juste ri. Il a dit plus tard qu'il pensait qu'elle allait crier ou être en colère, mais elle ne l'a pas fait. Et personne n'a dit un mot. Ce moment a montré à quel point tout était devenu normalisé. Quand Robin s'ennuyait, les choses s'aggravaient. Il attrapait Pam au milieu d'une scène. Ce n'était pas dans le script, pas prévu, juste sorti de nulle part. Storm a dit qu'il disait à Robin que ce n'était pas écrit dans le script de tripoter Pam. Et Robin disait juste « Oh, d'accord » et passait à autre chose. Mais ensuite, ça se reproduisait. Robin la luttait, la chevauchait entre les prises et attrapait des parties de son corps pendant que les caméras tournaient.
Puis il s'arrêtait et recommençait de sa scène comme si de rien n'était. Et ça ne s'arrêtait pas là. Pam a dit qu'il lui arrivait même de lui péter dessus. Elle a dit que c'était l'une des choses les plus dégoûtantes qu'elle ait jamais vécues. Mais elle a continué à le défendre. Elle a dit que c'était juste les années 1970. Elle a dit qu'il avait un cœur gigantesque. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait l'impression qu'ils étaient frères et sœurs. But the things she described didn't sound like brother and sister moments. They sounded like a pattern of harassment. Yet Pam kept saying it was never meant to be harmful. Robin didn't just mess around physically. He messed with the script too. He would throw in curse words in Spanish, Russian, even Yiddish. He did it right in front of the cameras, pretending it was just alien language from the planet Orc. The network didn't even realize it at first, but once people from those languages started complaining, ABC had to bring in a special censor who could understand up to 4 different languages just to catch what he was saying. Robin joked about it in interviews later, saying he liked sneaking things past the radar. He thought it was funny, and the writers were doing it too. One of them, April Kelly, pulled off something so sneaky it shocked everyone. She wrote a scene in 1970 in 1978 or 1979 where Mark gets invited to a ball hosted by the Benoit sister. But the name was a trick. It was pronounced Benoit, a hidden reference to a sexual toy. The censors didn't catch it because the spelling looked French, but the joke went out on live TV during Family Hour. Kelly said it was one of her proudest moments as a writer. The scripts were always short on purpose. There were lines in the script that literally just said, "Robin will do something here." The writers didn't even try to control him. Howard Storm said Robin could memorize the whole script after reading it once. He'd spend the next few days doing wild stuff, climbing walls, running off script, making jokes on the spot. Then by Friday, he'd go back to the script for the actual filming. Writers would watch rehearsals and steal his jokes to put into future episodes. They stayed up until 4 in the morning, rewriting things to match whatever Robin had done that day. There was one episode that nearly didn't make it. In late 1978 or early 1979, April Kelly wrote a story about nuclear power. ABC shut it down right after it was filmed. They said there was no proof nuclear power was unsafe. But then the 3 Mile Island accident happened on March 28, 1979. Suddenly, the network looked ridiculous. Over that weekend, another writer called political contacts and gathered evidence using fax machines. Mais les choses qu'elle a décrites ne ressemblaient pas à des moments entre frères et sœurs. Elles ressemblaient à un schéma de harcèlement. Pourtant, Pam n'arrêtait pas de dire que ce n'était jamais censé être nuisible. Robin ne se contentait pas de plaisanter physiquement. Il déconnait avec le script aussi. Il balançait des jurons en espagnol, en russe et même en yiddish. Il le faisait juste devant les caméras, en prétendant que c'était juste du langage extraterrestre de la planète Orc. La chaîne ne s'en est même pas rendu compte au début, mais une fois que des gens de ces langues ont commencé à se plaindre, ABC a dû faire venir un capteur spécial qui pouvait comprendre jusqu'à 4 langues différentes juste pour comprendre ce qu'il disait. Robin en a plaisanté dans des interviews plus tard, en disant qu'il aimait faire passer des choses sous le radar. Il pensait que c'était drôle, et les scénaristes le faisaient aussi. L'une d'entre elles, April Kelly, a réussi quelque chose de si sournois que cela a choqué tout le monde. Elle a écrit une scène en 1978 ou 1979 où Mark est invité à un bal organisé par la sœur Benoît. Mais le nom était un piège. Il se prononçait Benoît, une référence cachée à un jouet sexuel. Les capteurs ne l'ont pas détecté parce que l'orthographe semblait française, mais la blague est passée en direct à la télévision pendant l'heure familiale. Kelly a dit que c'était l'un de ses moments de fierté en tant qu'écrivain. Les scripts étaient toujours courts exprès. Il y avait des lignes dans le script qui disaient littéralement « Robin va faire quelque chose ici ». Les scénaristes n'ont même pas essayé de le contrôler. Howard Storm a dit que Robin pouvait mémoriser tout le script après l'avoir lu une fois. Il passait les jours suivants à faire des trucs fous, à escalader des murs, à sortir du script, à faire des blagues sur le champ. Puis,
Le vendredi, il revenait au script pour le tournage proprement dit. Les scénaristes regardaient ça laisse regarder les répétitions et volaient ces blagues pour les mettre dans les futurs épisodes. Il restait éveillé jusqu'à 4 heures du matin à réécrire les choses pour qu'elles correspondent à ce que Robin avait fait ce jour-là. Il y a eu un épisode qui a failli ne pas être diffusé. Fin 1978 ou début 1969, April Kelly a écrit une histoire sur l'énergie nucléaire. ABC l'a annulé juste après le tournage. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune preuve que l'énergie nucléaire était dangereuse. Mais ensuite, l'accident de 3 Mile Island s'est produit le 28 mars 1969. Soudain, la chaîne avait l'air ridicule. Au cours de ce week-end, un autre écrivain a appelé Political Contacts et a rassemblé des preuves à l'aide de télécopieurs. No internet, just paper. ABC gave in and let the episode air, but they still made them change a lot of it. To capture all of Robin's chaos, Gary Marshall added a 4th camera to the set. No other sitcom did that. Normally, it was 3 cameras fixed in place, but Robin kept going off script, moving all over the stage and doing things the main cameras couldn't catch. That extra camera followed him around non-stop. It cost the studio more money, but they said it was worth it. They didn't want to miss any of his magic, even if some of that magic was wild, unpredictable, and hard to explain. Robin Williams was called a genius by many, and he was. But what Pam Dober revealed in 2018 made people look at that genius a little differently. She described a man who got away with things no one else could. A man whose charm made people laugh instead of speak up. A man whose talent was so bright that it covered up things that should have never happened. And for 4 years on one of the most popular shows in America, everyone around him looked the other way. When Moore and Mindy premiered in September 1978, it exploded with 60 million weekly viewers and became the 3rd highest-rated show in America. The chemistry between Robin Williams and Pam Dober, the quirky humor, and the warmth of the supporting cast made it feel like lightning in a bottle. It was in the perfect time slot too, airing between Happy Days and Laverne and Shirley on Thursday nights. But in September 1979, ABC made a move that nearly destroyed the show overnight. They shifted it to Sunday nights, putting it up against Archie Bunker's Place, and NBC's Sunday Big Event. It was a disaster. The show fell from number 3 to number 27. Viewership dropped nearly in half. The magic was slipping away fast. The situation got worse when ABC decided to cut Fred and Cora from the show. Mindy's father and grandmother weren't just background characters, they were the emotional backbone of the entire series. Fred, played by Conrad Janis, gave the show a kind of classical dignity. Cora, played by Elizabeth Kerr, had this progressive charm that made her the perfect counterbalance. But ABC believed young people didn't want to see older faces on screen, so they were written out quietly. Pas d'internet, juste du papier. ABC a cédé et a laissé l'épisode être diffusé, mais ils leur ont quand même fait changer beaucoup de choses. Pour capturer tout le chaos de Robin, Gary Marshall a ajouté une 4e caméra sur le plateau. Aucune autre sitcom ne l'a fait. Normalement, il y avait 3 caméras fixes, mais Robin n'arrêtait pas de sortir du script, de se déplacer sur toute la scène et de faire des choses que les caméras principales ne pouvaient pas capter. Cette caméra supplémentaire le suivait sans arrêt. Cela a coûté plus d'argent au studio, mais ils ont dit que cela en valait la peine. Ils ne voulaient rien manquer de sa magie, même si une partie de cette magie était sauvage, imprévisible et difficile à expliquer. Robin Williams était appelé un génie par beaucoup, et il l'était. Mais ce que Pam Dober a révélé en 2018 a fait que les gens ont regardé ce génie d'une manière un peu différente. Elle a décrit un homme qui s'en tirait avec des choses que personne d'autre ne pouvait faire. Un homme dont le charme faisait rire les gens au lieu de parler. Un homme dont le talent était si brillant qu'il couvrait des choses qui n'auraient jamais dû arriver. Et pendant 4 ans, dans l'une des émissions les plus populaires d'Amérique, tout le monde autour de lui a détourné le regard. Lorsque Moore et Mindy a été diffusée pour la première fois en septembre 1978, elle a explosé avec 60 millions de téléspectateurs hebdomadaires
et est devenue la 3e émission la mieux notée d'Amérique. La chimie entre Robin Williams et Pam Dober, l'humour décalé et la chaleur des acteurs de soutien ont donné l'impression d'avoir rattrapé la foudre dans une bouteille. Elle était aussi dans la tranche horaire parfaite, diffusée entre Happy Days et Laverne, et Shirley le jeudi soir. Mais en septembre 1969, ABC a fait un geste qui a failli détruire l'émission du jour au lendemain. Ils l'ont déplacée au dimanche soir, la mettant en concurrence avec Archie Bunker's Place et NBC's Sunday Big Event. Ce fut un désastre. L'émission est passée du numéro 3 au numéro 27. L'audience a diminué de près de la moitié. La magie s'évanouissait rapidement. La situation a empiré lorsque ABC a décidé de supprimer Fred et Cora de l'émission. Le père et la grand-mère de Mindy n'étaient pas que des personnages de fond. Ils étaient l'épine dorsale émotionnelle de toute la série. Fred, joué par Conrad Janis, donnait à l'émission une sorte de dignité classique. Cora, jouée par Elizabeth Kerr, avait ce charme progressiste qui faisait d'elle le contrepoids parfait. Mais ABC pensait que les jeunes ne voulaient pas voir des visages plus âgés à l'écran. Ils ont donc été supprimés discrètement. No drama, no proper goodbye, just gone. And with them, a huge part of the show's emotional heart disappeared. Fred came back for just 2 episodes in season 2. Cora was seen in only 8 more episodes total. The family warmth was gone. Then came Remo and John Da Vinci. ABC introduced these deli siblings from Brooklyn to add youth appeal. They were everywhere in season 2 and 3, popping up in 27 episodes. But when that plan failed too, ABC panicked again. At the start of season 4, they were simply erased from the show. No exit, no mention. Viewers were left confused. What happened to the new central characters? No one knew. The network just wanted them gone. It became clear that ABC had no idea what made the show work in the first place. The worst decision came when ABC tried to control Robin Williams. In season 1, the writers left space in the scripts for him to go wild. The directions literally said things like, "Robin will do something here." That freedom was the magic. But by season 2, ABC wanted a traditional sitcom. They forced everything into neat little storylines and boxed in Williams's energy. He got bored. He stopped doing the catchphrases like "Nanu Nanu" and "Shazbot." The sparkle that made the show feel alive started fading. Viewers noticed. The numbers dropped. The soul of the show was being squeezed out. By the time season 4 came around, the show was costing $450,000 per episode. That was a huge budget in the early 1980s, especially for a show that had now fallen to number 60 in the ratings. The network was pouring money into a show fewer and fewer people were watching. Pas de drame, pas d'adieu approprié, juste disparu. Et avec eux, une grande partie du cœur émotionnel de l'émission a disparu. Fred est revenu pour seulement 2 épisodes dans la saison 2. Cora n'a été vue que dans 8 autres épisodes au total. La chaleur familiale avait disparu. Puis sont venus Remo et John Da Vinci. ABC a présenté ses frères et sœurs de Delhi, de Brooklyn, pour ajouter un attrait juvénile. Ils étaient partout dans la saison 2 et 3, apparaissant dans 27 épisodes. Mais lorsque ce plan a échoué aussi, ABC a paniqué à nouveau. Au début de la saison 4, ils ont simplement été effacés de l'émission. Pas de sortie, pas de mention. Les téléspectateurs étaient confus. Qu'est-il arrivé aux nouveaux personnages centraux? Personne ne le savait. La chaîne voulait juste qu'ils disparaissent. Il est devenu clair que ABC n'avait aucune idée de ce qui faisait fonctionner l'émission en premier lieu. La pire décision a été prise lorsque ABC a essayé de contrôler Robin Williams. Dans la saison 1, les scénaristes laissaient de l'espace dans les scripts pour qu'ils se lâchent. Les instructions disaient littéralement des choses comme « Robin va faire quelque chose ici ». Cette liberté était la magie. Mais à partir de la saison 2, ABC voulait une sitcom traditionnelle. Ils ont forcé tout dans de petites intrigues bien rangées et ont enfermé l'énergie de Williams. Il s'est ennuyé. Il a arrêté de faire les phrases accrocheuses comme Nanu Nanu et Shazbot.
L'éclat qui faisait que l'émission se sentait vivante a commencé à s'estomper. Les téléspectateurs l'ont remarqué. Les chiffres ont chuté. L'âme de l'émission était en train d'être étouffée. Au moment où la saison 4 est arrivée, l'émission coûtait 450 000 $ par épisode. C'était un budget énorme au début des années 1980, surtout pour une émission qui était tombée au numéro 60 dans les classements. La chaîne versait de l'argent dans une émission que de moins en moins de gens regardaient. They tried one last twist, bringing in Jonathan Winters to play Moore's son, Mirth. It was clever. Orkins aged backward, but even that brilliant pairing couldn't save the show. 4 seasons, 95 episodes, and the last year was a financial mess. Then came something even darker. In 2018, a biography titled Robin by Dave Zoff revealed disturbing stories about what happened behind the scenes. Pam Dober said Robin Williams often groped her, flashed her, and even appeared naked on set. She said it in a way that tried to make it sound okay, like it was all harmless fun. It was the 70s, she said. She described it like playing with a mischievous puppy. But what she described, grabbing her breasts and butt, wrestling her down, would be considered assault by today's standards. And she wasn't the only one affected. The entire cast and crew learned to accept that this behavior was just part of the show. Director Howard Storm admitted that Williams once stuck a cane between the buttocks of the elderly actress who played Cora. Instead of stopping him, Storm laughed. He said he thought she'd turn around angry, but she didn't. No one did. Everyone brushed it off as just Robin being Robin. The production notes even left space for his chaos, as if his outbursts were just another set prop. Scripts said, Robin will do something here. And what he did wasn't always comedy. The work environment became unstable. Williams would stop scenes to grope Dober in the middle of a line. Then they'd just restart. Everyone would act like nothing happened, even when the show was struggling to survive. Even when the stakes were high, the rules didn't apply to Robin. The director would gently scold him. That's not in the script. And he'd smile and move on. It wasn't just tolerated, it was baked into the way the show worked. Et personne ne l'a arrêté. Lorsque More et Mindy a été diffusée pour la première fois en 1978, elle était imparable. Mais ensuite, ils ont pris une décision si mauvaise qu'elle a pratiquement tué l'émission du jour au lendemain. Au lieu de la garder en sécurité, le jeudi soir où elle prospérait, ABC a décidé de la déplacer au dimanche pour la saison 2. Cela a mis More et Mindy face à All in the Family, qui dominait déjà cette soirée. Les jeunes fans qui aimaient More n'allaient pas le suivre dans cette tranche horaire, et les téléspectateurs plus âgés n'allaient pas passer d'Archie Bunker. Le résultat a été brutal. L'émission est passée du numéro 3 au numéro 27 dans les classements. C'était comme regarder une fusée plongée depuis l'espace. L'élan avait disparu et n'est jamais revenu complètement. When More and Mindy premiered in 1968, it was unstoppable. But then they made a decision so bad, it practically killed the show overnight. Instead of keeping it safe on Thursday nights where it thrived, ABC decided to move it to Sundays for season 2. That put More and Mindy up against All in the Family, which was already dominating that night. The young fans who loved More weren't going to follow him into that time slot, and the older viewers weren't going to switch from Archie Bunker. The result was brutal. The show dropped from number 3 to number 27 in the ratings. It was like watching a rocket plummet from space. The momentum was gone, and it never fully came back. In season 3, ABC panicked. They tried to fix everything at once. They moved the show back to Thursdays, brought back Fred and Cora, who had been wrongly cut, added a daycare subplot with new kids, and introduced Mindy's friend Glenda. They even aired a 1-hour episode called Putting the Orc Back in More, hoping that name alone would bring the magic back. But nothing worked. They pushed Robin harder than ever, throwing in wild stunts like a 3D episode just to grab attention. But the ratings kept falling. By the end of that season, it had slipped to number 49. Then came syndication in 1982. Usually that gives shows a second life. But not More and Mindy. Viewers didn't want reruns. Stations pulled the show quickly. Some stopped airing it after just one summer.
Within a year, More and Mindy was gone from most cities. The early seasons couldn't save it, and the later ones had left a bad taste. For a show that once pulled 40 million viewers, this was a shocking end. In a last-ditch gamble, ABC made a wild casting choice. In 1982, they brought in 60-year-old Jonathan Winters to play More's baby son. Since Morot was an alien, the idea was that his child would age backward. Lorsque More et Mindy a été diffusée pour la première fois en 1978, elle était imparable. Mais ensuite, ils ont pris une décision si mauvaise qu'elle a pratiquement tué l'émission du jour au lendemain. Au lieu de la garder en sécurité le jeudi soir où elle prospérait, ABC a décidé de la déplacer au dimanche pour la saison 2. Cela a mis More et Mindy face à All in the Family, qui dominait déjà cette soirée. Les jeunes fans qui aimaient More n'allaient pas le suivre dans cette tranche horaire, et les téléspectateurs plus âgés n'allaient pas passer d'Archie Bunker. Le résultat a été brutal. L'émission est passée du numéro 3 au numéro 27 dans les classements. C'était comme regarder une fusée plonger depuis l'espace. L'élan avait disparu et n'est jamais revenu complètement. Dans la saison 3, ABC a paniqué. Ils ont essayé de tout réparer en même temps. Ils ont ramené l'émission au jeudi. Ont ramené Fred et Cora, qui avaient été injustement coupés, ont ajouté une sous-intrigue de garderie avec de nouveaux enfants et ont présenté Glenda, l'amie de Mindy. Ils ont même diffusé un épisode d'1 heure, intitulé « Putting the Orc Back in More », en espérant que ce nom seul ramènerait la magie. Mais rien n'a fonctionné. Ils ont poussé Robin plus fort que jamais, en lançant des cascades folles comme un épisode en 3D juste pour attirer l'attention. Mais les audiences ont continué de chuter. À la fin de cette saison, elle avait glissé au numéro 49. Puis est venue la syndication en 1982. Habituellement, cela donne aux émissions une seconde vie, mais pas More et Mindy. Les téléspectateurs ne voulaient pas de rediffusion. Les chaînes ont rapidement retiré l'émission. Certaines ont cessé de la diffuser après un seul été. En 1 an, More et Mindy avaient disparu de la plupart des villes. Les premières saisons n'ont pas pu la sauver, et les dernières ont laissé un mauvais goût. Pour une émission qui a attiré 40 millions de téléspectateurs, c'était une fin choquante. Dans un pari de la dernière chance, ABC a fait un choix de casting fou. En 1942, ils ont fait venir Jonathan Winters, âgé de 60 ans, pour jouer le rôle du bébé de More. Comme Morort était un extraterrestre, l'idée était que son enfant vieillirait à l'envers. Winters was a comic legend and a huge influence on Robin Williams. They had electric chemistry, but not the kind that could thrive under network script. Still, the show was desperate. Ratings had dropped all the way to number 60 by season 4. Even Winters couldn't turn it around. Behind the scenes, ABC was still trying to save it. They came up with a bold new idea for season 5. It was going to be called Mark and Mindy's Excellent Adventures. The idea was to have them travel through time, meeting people like Abraham Lincoln and Benjamin Franklin. ABC even shot publicity photos of Williams and Dober posing with actors dressed as historical figures. Mort had magical shoes that let them travel through time. It would be comedy mixed with education. Years later, Bill and Ted would use the same formula to massive success. But for Mark and Mindy, it came too late. The final episodes of the series were chaos. It ended on a 3-part cliffhanger titled Gotta Run. More and Mindy were being hunted by a villain from Neptune named Kalnick. In the last scene, they escaped through a time vortex and landed in prehistoric times. It was meant to set up the next season, but ABC canceled the show before it could continue. They didn't even tell the cast and crew until after filming had ended. The network quickly swapped the intended finale with an earlier episode where Mark reports back to Orson about married life. That became the stand-in ending. It was directed by Robin Williams himself, the only time he ever directed. But even more disturbing than the show's fall was what later came out about the environment behind the scenes. Between 1978 and 1982, Pam Dober kept quiet about what she endured. When she finally spoke in 2018, 4 years after Williams' death, her words were shocking.
She said he constantly groped her, grabbed her, flashed her, and even humped her during scenes. He once hid behind doors completely naked, knowing she'd open them. She said he farted on her and wrestled her down during filming. It wasn't just one or two moments. Winters était une légende de la comédie et une énorme influence sur Robin Williams. Ils avaient une chimie électrique, mais pas le genre qui pouvait prospérer sous les scripts des réseaux. Pourtant, l'émission était désespérée. Les audiences avaient chuté jusqu'au numéro 60 à la saison 4. Même Winters n'a pas pu la redresser. En coulisses, ABC essayait toujours de la sauver. Ils ont eu une nouvelle idée audacieuse pour la saison 5. Elle allait s'appeler Mark and Mindy's Excellent Adventures. L'idée était de les faire voyager dans le temps à la rencontre de personnes comme Abraham Lincoln et Benjamin Franklin. ABC a même pris des photos publicitaires de Williams et Dauber posant avec des acteurs déguisés en personnages historiques. Moore avait des chaussures magiques qui leur permettaient de voyager dans le temps. Ce serait de la comédie mélangée à de l'éducation. Des années plus tard, Bill et Ted utiliseraient la même formule pour un succès massif. Mais pour Mark et Mindy, c'est arrivé trop tard. Les derniers épisodes de la série ont été chaotiques. Elle s'est terminée sur un cliffhanger en 3 parties intitulé Gotha Run. Moore et Mindy étaient traqués par un méchant de Neptune nommé Kalnick. Dans la dernière scène, ils se sont échappés à travers un vortex temporel et ont atterri à l'époque préhistorique. C'était censé préparer la saison suivante, mais ABC a annulé l'émission avant qu'elle ne puisse continuer. Ils n'ont même pas dit à l'équipe et aux acteurs avant la fin du tournage. La chaîne a rapidement échangé la finale prévue avec un épisode antérieur où Mark fait un rapport à Orson sur la vie conjugale. C'est devenu la fin de remplacement. Il a été réalisé par Robin Williams lui-même, la seule fois où il a réalisé. Mais encore, plus troublant que la chute de l'émission, c'est ce qui a été révélé plus tard sur l'environnement en coulisses. Entre 1978 et 1982, Pam Dauber s'est tue sur ce qu'elle a enduré. Lorsqu'elle a finalement parlé en 2018, 4 ans après la mort de Williams, ses paroles ont été choquantes. Elle a dit qu'il la tripotait constamment, la saisissait, se dévoilait et la chevauchait, même pendant les scènes. Il s'est une fois caché derrière des portes complètement nues, sachant qu'elle allait les ouvrir. Elle a dit qu'il lui avait pété dessus et qu'il l'avait lutté pendant le tournage. Ce n'était pas seulement 1 ou 2 moments. It was a pattern that lasted for years. Director Howard Storm admitted Robin would show up looking like a wreck after wild nights of partying and sex, but nobody said anything. They all excused it as part of his brilliance. Even Pam herself said, "I never took offense and it was so much fun," brushing it off with lines like, "It was the 70s after all." That was the excuse everyone used back then. Williams even once put a cane between the buttocks of an elderly actress playing Mindy's grandmother. It was all treated like part of the comedy. The entertainment world accepted this behavior for decades. If a man was talented and funny, he was untouchable. Everything he did was passed off as genius or harmless fun. The same charm and spark that made Robin Williams a global icon also shielded him from the kind of consequences other people would have faced. That's why when Pam finally told her story in 2018, it landed during the Triderme 2 era, but didn't spark outrage. People still saw him as the lovable alien who said, "Nanu Nanu." In the end, Morgan Mindy wasn't just a show that lost its ratings. It was a story of how one of the biggest hits on TV was slowly destroyed by bad decisions, wild desperation, and a culture that ignored serious behavior behind the scenes. It went from number 3 in the ratings to number 60 in just 4 years. It ended on a cliffhanger no one ever resolved. And even though ABC once dreamed of sending more through time to meet history's greatest minds, all that was left behind was a quiet clip show and the sound of a vortex that never got closed. C'était un schéma qui a duré des années. Le réalisateur Howard Storm a admis que Robin arrivait en ressemblant à une épave après des nuits de fête et de sexe sauvage, mais personne n'a rien dit. Ils ont tous excusé cela en disant que cela faisait partie de son génie. Même Pam elle-même a dit « Je ne me suis jamais sentie offensée.
Et c'était tellement amusant, en balayant tout cela avec des phrases comme « C'était les années 70 après tout ». C'était l'excuse que tout le monde utilisait à l'époque. Williams a même une fois mis une canne entre les fesses d'une actrice âgée jouant la grand-mère de Mindy. Tout était traité comme faisant partie de la comédie. Le monde du divertissement a accepté ce comportement pendant des décennies. Si un homme était talentueux et drôle, il était intouchable. Tout ce qu'il faisait était considéré comme du génie ou du plaisir inoffensif. Le même charme et la même étincelle qui ont fait de Robin Williams une icône mondiale l'ont également protégé du genre de conséquences auxquelles d'autres personnes auraient été confrontées. C'est pourquoi, lorsque Pam a finalement raconté son histoire en 2018, elle a atterri pendant l'ère Tridorm 2, mais n'a pas suscité l'indignation. Les gens le voyaient toujours comme l'extraterrestre adorable qui disait « Nanou, nanou ». En fin de compte, Morgan Mindy n'était pas seulement une émission qui avait perdu ses audiences. C'était l'histoire de la façon dont l'un des plus grands succès de la télévision a été lentement détruit par de mauvaises décisions, un désespoir sauvage et une culture qui ignorait les comportements graves en coulisses. Elle est passée du numéro 3 des classements au numéro 60 en seulement 4 ans. Elle s'est terminée sur un cliffhanger que personne n'a jamais résolu. Et même si ABC avait autrefois rêvé d'envoyer mort à travers le temps pour rencontrer les plus grands esprits de l'histoire, il ne restait plus qu'une émission de clips tranquille et le son d'un vortex qui ne s'est jamais refermé.